Et c'est l'heure de notre enquête ce matin. Il est 9h16. On parle de la disparition des espèces de la surface de la Terre. On nous parle de 60% depuis 40 ans. Et ce matin, pas mal de réactions, Patrick. Toujours 67% sont contre les zoos, puisque c'était la question qu'on vous posait. Faut-il faire en sorte de mettre en place des zoos pour pérenniser et pour protéger les espèces? Alors, on a pas mal de réponses. On a Eurasienne qui nous dit les animaux sauvages doivent vivre dans leur habitat naturel. Eurasienne aussi nous dit parmi les causes, braconnage et safari organisés par les riches à interdire. Il y a aussi les habitudes alimentaires locales à changer. Gary nous dit et si on rééduquait les humains plus tôt? Eric le riche nous dit je préférerais plutôt des espaces naturels bien définis et bien protégés, car malheureusement les zoos sont sous-entendent un choix d'espèces. On choisira par exemple des pandas plutôt mignons plutôt que des chauves-souris qui sont plutôt moches et qui sont pourtant extrêmement utiles. Bien sûr, vous pouvez continuer à nous appeler au 0826 300 300 ou laisser des messages sur Twitter. Et ce matin, nos invités sont Jean-Claude Noët, qui est fondateur de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, Olivier de Lorgeril, qui est directeur du zoo de Bourbanzin. Bourbancais. De la Bourbancais, décidément, je vais y arriver. Ouais. Yolène Delabigne et bien sûr, invité au téléphone, Julie Lannes, qui est éthologue. Oui, voilà, c'est ça. Juste, entre parenthèses, parmi les réactions, les auditeurs ont beaucoup d'ironie et disent aussi, il paraît que l'on aurait vu à la mairie de Paris, après la disparition de leur habitat naturel, de la rue de Solferino, les dinosaures politiques qui disparaissent progressivement, et donc, ou encore paysans du 47, pour sauver les derniers agriculteurs français qui sont victimes d'un véritable génocide paysan. Jean-Claude Noët, donc, quand on pose en fait cette question, c'est parce que il faut revenir quand même au dossier de base, c'est-à-dire la disparition de beaucoup d'espèces à cause de l'exploitation humaine, de l'activité humaine, bien sûr. Oui, bien sûr, mais la disparition des espèces, elle est constatée depuis extrêmement longtemps. Oui. L'homme a été un prédateur épouvantable à l'égard du monde animal. Il y a seulement quelques milliers d'années, il y avait des immenses animaux sur tous les continents. Et au fur et à mesure que l'homme, Homo sapiens... Des milliers d'années, ce ne sont pas les hommes qui les ont... J'y arrive. Oui. Ah oui. Des milliers d'années, c'est l'ordre de 10 000, 15 000. Et quand l'homme a petit à petit gagné sur tous les terrains, au fur et à mesure, il fallait qu'il se nourrisse. Et le plus simple pour se nourrir, c'était de tuer tous les plus gros animaux, parce qu'à ce moment-là, il y avait une source de nourriture qui était importante. Et c'est pour cette raison qu'ont disparu le paresseux géant, qu'ont disparu le mammouth, qu'ont disparu ces grands animaux-là. C'est relativement récent. C'est de la fin de l'ère glaciaire. Bon, c'est pas très très vieux. Et l'homme là en était directement responsable, comme il a été reconnu d'ailleurs pour les mammouths. Pensez qu'il y avait des tentes qui étaient faites, construites avec des défenses de mammouths qui servaient d'armature pour les habitations. Donc c'est extrêmement ancien. Et cette action prédatrice de l'homme, elle a commencé très tôt, pour son confort et son alimentation, et elle s'est continuée avec d'autres causes. Et les autres causes, elles s'accumulent, elles s'ajoutent les unes aux autres, et c'est devenu à un point dramatique. Pensez qu'il y avait de l'ordre de 20 millions d'éléphants en Afrique. Ça, c'est l'activité de l'homme propre avec la chasse, mais pas seulement. Mais avec la chasse et avec les trafics. Il reste maintenant 300 000. C'est absolument épouvantable. Et effectivement, on constate que maintenant, il y a 60% des espèces, paraît-il, ce sont des statistiques, ça dépend des régions, etc., et des espèces. Mais c'est vrai qu'il y a une ça s'appelle la perte de biodiversité, qui est absolument dramatique. Absolument dramatique. À cause de l'activité humaine, À cause des activités humaines. Il y a des actions prédatrices directes, comme celles que j'ai citées, et puis il y a des actions prédatrices, je dirais, ou destructrices, en tous les cas, indirectes, qui sont les changements climatiques. Alors, celle-là, c'est la grande cause qui va tout embarquer la planète dans une aventure qu'on ne peut pas mesurer à l'avance. Et c'est vrai qu'on pointait du doigt les zoos ces dernières années. Aujourd'hui, certains disent, et Yolène Delabigne, que il faut au contraire préserver ces zoos qui préservent un petit peu aussi les espèces. Là, il y a une confusion que je combats depuis très longtemps, parce que c'est une confusion volontaire.
c'est d'assimiler les eaux à des réserves naturelles. À des réserves naturelles. Ouais. Et avec confusion des termes. Pour parler très clairement, les parcs zoologiques, quelle que soit leur surface, on va appeler ça les zoos en général, ne préservent pas des espèces. Ils conservent des individus, ce qui est tout à fait différent. C'est vrai. On a Olivier Delorgerie, qui est directeur du zoo de la Bourbansais. Vous avez entendu Jean-Claude Nouette. Qu'est-ce que vous avez à répondre à Jean-Claude Nouette ? Eh bien que les parcs zoologiques effectivement conservent des individus, mais c'est la somme de cette conservation d'individus qui peut, mettre une pièce à l'édifice de la conservation, des espèces. Alors effectivement, les parcs zoologiques, ont fait leur révolution depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, et si on accueille en France annuellement plus de 20 millions de visiteurs par an dans l'ensemble des parcs zoologiques français, c'est que nous sommes des centres de sensibilisation à la biodiversité en général et à la conservation très très spécifiquement. Alors effectivement, je comprends qu'on puisse combattre tout et n'importe quoi, mais combattre le remarquable travail qui est fait par les parcs zoologiques depuis maintenant plus d'une trentaine d'années, c'est anéantir le travail de scientifiques, le travail des professionnels du monde de la zoologie. En France, vous avez donc à peu près une centaine de parcs zoologiques qui sont très organisés, avec des programmes d'élevage européens. Enfin, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler. Si, bien sûr, on a un peu de temps. Il y a toute une architecture qui fait que, je vous dis encore une fois, les parcs zoologiques aident à la sensibilisation des grandes problématiques environnementales et de conservation des espèces. Alors après, Olivier Delorgerie, puisque ça fait des années que vous êtes impliqué avec le zoo, ce zoo qui est en Bretagne, pas très loin de la route du Rhum. D'ailleurs, pour ceux qui y vont ce week-end, ils peuvent faire un petit tour. Voilà, c'est ça. Si c'est ouvert. Vous avez vu quand même aussi, et vous avez assisté à la disparition des espèces dans leur milieu naturel quand même. Bien sûr, c'est d'où l'importance de la conservation. Alors vous savez que vous avez deux types de conservation, la conservation in situ et la conservation ex situ. Les parcs zoologiques font effectivement de la conservation ex situ, mais on peut prendre le cas de pas mal d'espèces qui auraient disparu si le rôle des parcs zoologiques si les parcs zoologiques n'avaient pas existé. Vous faites bondir Jean-Claude Nouette, Olivier Delorgerie, en disant ça. On est là pour débattre. Oui, bien sûr. Mais le cheval de Przewalski, le cerf du père David sont des exemples importants. Vous avez également, si on prend par exemple clairement les tigres. En 1900, l'Inde comptait à peu près, 40 000 tigres. En 1970, au début des années 70, il n'en restait que 1800. Une opération de sauvegarde des tigres a été lancée dans les années 70, donc parallèlement à ce constat dramatique, par la création de réserves. Et aujourd'hui, vous avez 3500 tigres qui sont en Inde. Et donc n'oublions pas juste que les parcs zoologiques sont, également des réservoirs génétiques, des individus. Aujourd'hui, c'est vrai. Jean-Claude Nouette, ça, on peut pas le nier. Non, on peut pas laisser passer ça. Vous-même, Monsieur Delorgerie, faites cette confusion. Vous parlez de réserves constituées en Inde ou éventuellement d'ailleurs constituées en Afrique ou constituées ailleurs. Effectivement, ça répond exactement à cette définition que je dis depuis longtemps, ce que je voudrais qu'il ait été compris il y a très longtemps et ça va probablement arranger les choses, c'est qu'on ne devrait pas parler de conservation des espèces ou plutôt de préservation des espèces, mais de préservation des espaces. Parce que c'est là où les espèces doivent être préservées. C'est dans leur biotope naturel, le biotope qui a contribué à ce que l'espèce se développe et se constitue. C'est sur place qu'on doit le faire. Et le grand scandale, ça a été que les nations les plus développées, les plus riches, ont cru pouvoir donner des instructions
aux nations africaines, par exemple, en disant faites attention à votre faune, préservez-les, organisez, etc. Mais qu'on aurait dû financer tout ça. Oui, et on ne l'a pas fait. Oui, dans ces espaces, Yolande Delabing, vous êtes avec nous aussi. Oui, absolument. C'est vrai aujourd'hui que voilà, il faut délimiter, avoir des espaces où on ne va pas chasser les animaux, où on ne va pas aller les tuer, où la forêt ne doit pas gagner d'espace sur ces animaux sauvages, et puis réintroduire parfois ces espèces. C'est ce qui se produit Alors c'est ce qui se produit, c'est très difficile. Il y a des gens, on arrive à réintroduire certains comme les bonobos, etc. Mais pour moi, ce débat, malheureusement, il a 10 ans de retard. Oui. C'est-à-dire que en soi, je suis d'accord. Le zoo, c'est une prison, c'est l'horreur. Oui, 40 ans s'il veut. Oui. Mais aujourd'hui, on est dans une urgence absolument terrible. Et malheureusement, le zoo est utile, comme d'autres. Donc pour moi, le zoo, il a 3 fonctions, à condition évidemment d'un certain bien-être, d'un certain espace. On peut pas voir par exemple un éléphant dans un zoo, ça c'est clair. Mais il y a des choses. D'abord, c'est sauver, contrairement à ce qui vient d'être dit. Je suis pas d'accord. Il y a des zoos, par exemple, qui sont très en avance au Canada, qui ont déjà sauvé le putois d'Amérique ou la marmotte de l'île de Vancouver. Il y a des zoos qui sont très en avance. C'est très sinon, important. Si ces putois étaient dans la nature, ils auraient disparu. Donc aujourd'hui, si vous voulez, vivre dans la nature, c'est tellement dangereux pour un animal qu'il y a un moment, malheureusement, il vaut mieux l'enfermer pour essayer de le sauver et qu'il sauve sa peau. Oui. La deuxième chose, c'est l'étude. Aujourd'hui, l'éthologie a énormément avancé. Si on veut faire avancer la connaissance, connaître les animaux, malheureusement, c'est très difficile de les étudier dans la nature ou alors dans des laboratoires qui sont épouvantables. Il vaut mieux que les éthologues puissent travailler dans un zoo. Et ensuite, éduquer les gens. Les gens en sont encore dans les zoos à envoyer des pierres aux animaux, on l'a vu, ou à les nourrir n'importe quoi. Bien sûr, ça se voit régulièrement. Ils envoient, il y a un kangourou, il y a pas longtemps, qui est mort comme ça, ou les nourrir. Les gens, c'est bien gentil, si vous voulez, toute cette espèce d'émotion qu'il y a, mais les gens ne savent pas et ne respectent pas les animaux. Donc c'est le rôle des zoos de les éduquer. Et je rajouterais juste un truc. Un de vos auditeurs a dit les chauves-souris, par exemple, on les aime pas. C'est pas vrai. Le zoo de Paris, qui est pas parfait sur bien des choses, il organise des nuits de la chauve-souris où justement on apprend aux gens à découvrir et à respecter les chauves-souris. Donc c'est le rôle du zoo. Et si le zoo fait son boulot, il apporte une petite pierre au drame qui se passe aujourd'hui. Bougez pas, Yolène. Oui, on poursuit dans un instant avec vous et vos appels. Vous pouvez témoigner. 0826 300 300. Vous avez vu peut-être des situations que vous jugez abominables ou au contraire vous défendez les animaux dans les zoos. Et puis vous voulez parler de la disparition des espèces. La parole est à vous aussi dans un instant. Vous êtes toujours contre à 67%. Il est 9h28. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et nous parlons ce matin à 9h31, bien sûr, des espèces en voie de disparition ou qui ont carrément disparu à hauteur de 60% de la planète ce matin. Avec nos invités en studio, Jean-Claude Noët, qui est fondateur de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, et Olivier Delorgeril, qui est directeur du zoo de Bourbanzais. Bourbanzais. Je vais pas y arriver, décidément. De la Bourbanzais. Écoutez, je vais vous emmener faire une petite allez-y, visite. Emmenez-moi. En Ille-et-Vilaine, Yolande Delabing. Pas très loin de la route du Rhum, de Saint-Malo. Exactement, vous l'avez dit tout à l'heure. Et Julie Lannes, qui est éthologue. Et nous aurons aussi Rodolphe Delors du zoo de Beauval, qui est le directeur du parc. Qui est avec nous. Avec ce petit message ce matin d'Alexandre Duchemin, qui nous dit: l'homme le plus grand prédateur, pollueur, destructeur de la planète, continue de se multiplier. Si nous ne protégeons pas la biodiversité et les espaces vitaux de chaque espèce, rien ne sert de vouloir conquérir l'univers pour recréer le paradis perdu que nous aurons détruit. Oui. Alors Julie Lannes, vous êtes avec nous, éthologue, un spécialiste du comportement des espèces. Vous avez entendu les débats jusqu'à présent. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que on peut remettre dans la nature des animaux qui étaient dans les zoos pour essayer de préserver justement ce qu'on disait tout à l'heure, les espèces ? Alors, en résumé, non. Non. Voilà, non. Moi, je suis éthologue de terrain, c'est-à-dire que je travaille en Afrique, au Brésil, etc. Et donc, je travaille sur des programmes de réintroduction où j'ai collaboré à des programmes de conservation. Il y a des zoos qui contribuent financièrement, etc., et qui font des actions très bien in situ, donc sur place. Ça, oui. Par contre, ce qu'on appelle ex situ, c'est-à-dire les animaux reproduits au sein des zoos, comportent plusieurs biais qui empêchent toute réintroduction concrète. Quand on parle de réintroduction, les zoos la conservation dans les zoos, c'est très bien. Moi, je parlerais plutôt de plan de communication. La réelle conservation, pour parler de conservation, il faut voir si l'animal qui est réintroduit survit à peu près sur une échelle de 2 ans. À savoir s'il a réussi à survivre dans son milieu naturel,
s'il a réussi à se reproduire, s'il a réussi à collaborer avec son milieu naturel, etc. Ce qui n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que dans les zoos, ce sont des animaux différents génétiquement, ce sont des animaux c'est lié à la captivité. On a vu ça dans les fermes à fourrure, notamment de renards, qui créaient des différences génétiques et physiologiques sur les renards qui commencent à avoir des taches sur le pelage, etc. Ces animaux-là, par exemple, ne sont pas capables de résister à la plupart des maladies ou des parasites des espèces sauvages. Ils peuvent eux-mêmes importer des maladies qui peuvent être un danger pour les autres animaux, pour la biodiversité, pour leurs congénères sauvages. Ouais. Ils ne connaissent pas les comportements pour survivre, et donc c'est ce qui est un problème. J'ai travaillé beaucoup sur les guépards. Ouais. On avait des guépards qui, par exemple, un guépard mâle, on a eu ça au Kenya, au Masai Mara, qui rencontrait une femelle, ne savait pas à quoi ça servait, ne la reconnaissait pas comme sa femelle, et la tuait. Oui, Liliane, il y a 2 directeurs de zoo avec nous qui vont pouvoir répondre parce qu'ils travaillent aussi à ça. Olivier Delorgeril, donc de la Bourbansais en Bretagne, et Rodolphe Delors, qui est directeur du zoo de Beauval et qui a procédé justement, Rodolphe Delors, vous nous le disiez ce matin à 7h10 sur Sud Radio, vous avez procédé à des réintroductions, vous avez essayé en tout cas d'y participer, d'espèces. Oui, tout à fait. D'abord, avant tout, ce qui est catastrophique, c'est la disparition des espèces. Et je pense que nous ne devons pas nous diviser, mais au contraire nous unir pour la conservation des espèces et pour éviter cette disparition irréversible. Par exemple, la disparition, le massacre des rhinocéros est actuellement une catastrophe. Les parcs zoologiques sont avant tout des lieux de sensibilisation du public, des lieux de communication où on doit informer le public. C'est 20 millions de visiteurs en France qui visitent les parcs zoologiques chaque année. C'est énorme, donc nous avons un pouvoir extrêmement important de sensibilisation. Nous devons le faire et nous devons bien le faire. Des programmes de réintroduction, il y en a. Et nous n'avons pas eu que des succès. Nous avons eu des échecs, mais il faut regarder les succès. Nous avons eu d'énormes succès avec Yoris d'Arabie, avec le cheval de Przewalski et bien d'autres. L'année dernière, nous avons introduit des singes langours à Java dans une réserve. Ces singes langours sont toujours suivis et ça fonctionne. Nous avons des femelles gorilles qui vont être introduites au Gabon avec des gorilles orphelins dont les parents ont été massacrés au Gabon vont être réintroduits. Et vous avez un suivi après. Et vous avez un suivi. Ça ne se fait pas comme ça. Ça se prépare des années à l'avance et ça se prépare des années à l'avance et ça fonctionne. Pas toujours. Il n'y a pas que des succès, mais les petits succès sont déjà énormes pour la conservation. Un exemple très simple, le diable de Tasmanie. Le diable de Tasmanie, si nous ne faisons rien, va totalement disparaître de Tasmanie. Ils sont victimes d'un cancer de la face extrêmement contagieux. Une population au nord de la Tasmanie a été découverte qui n'était pas porteur de ce virus. Ils ont en partie été prélevés, placés dans des sanctuaires sur le continent en Australie et dans différents parcs zoologiques pour pouvoir les élever. Ça marche. 120 aujourd'hui sont actuellement en élevage, dans des élevages naturels, dans des sanctuaires et des parcs zoologiques, dont bientôt 4 parcs zoologiques en Europe, aux États-Unis et principalement en Australie. Et lorsque ce cancer sera éradiqué, il pourra être réintroduit sous contrôle scientifique dans des réserves. C'est la seule solution parfois pour ces animaux très en danger, mais c'est la dernière des solutions. Personnellement, je préfère voir les animaux sauvages en parfaite santé dans la nature. Je préfère. Mais les parcs zoologiques doivent être et sont un maillon incontestable de la conservation. Et il y a eu du ménage de fait aussi par rapport à ce qui pouvait se pratiquer dans certains zoos, que ce soit en France ou ailleurs. On réagit beaucoup. Mais attention, je veux bien en parler. Il y a de mauvais établissements. Il y a des mauvais zoos. Il y en a. Et je les combats. Nous les combattrons. S'il y a encore des mauvais zoos, ils doivent être dénoncés, ils doivent disparaître. Les parcs zoologiques sont des lieux de sensibilisation, des lieux de recherche à l'éthologie, et les recherches mises en place dans les parcs zoologiques doivent servir pour la conservation des espèces uniquement. Olivier Delorgeril, Rodolphe Delors, restez avec nous, directeur de zoo aussi, et puis Jean-Claude Noët. Nous avons une réaction au standard 0826 300 300, c'est Akima qui nous appelle de Canet-en-Roussillon. Bonjour Akima.
Bonjour à tous. Oui. Ça me fait plaisir. Non, je voulais juste réagir comme quoi, bon oui, faut s'inquiéter, quoi. On va dire, faut se remettre en question et qu'il faut travailler ensemble et qu'il faut arrêter l'esclavage intensif qui se passe dans d'autres pays, mais on va dire, qui massacre quand même, je veux dire, la biodiversité. Ouais. Et, parce que j'ai vu ça carrément sur Internet, qui se servait des tigres comme esclaves. Et qui les droguait pour s'asseoir dessus, les taper dessus. Bon, voilà, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. L'utilisation des animaux. Oui. J'ai trouvé ça abject, quoi. Donc voilà, quoi. Et d'autre part, bon après j'ai vu aussi, comment on dirait, dans des zoos, genre traiter mal l'animal et l'animal se rebelle au point de je veux dire, de se retrouver comme un steak, quoi. Donc à un moment donné, il faut que on est une espèce, donc à un moment donné, il faut se remettre en question, comme quoi si on continue à massacrer les animaux, la nature, les arbres, on le voit sur le... Oui, on se remet en question, Hakima. Jean-Claude Noët, c'est vrai qu'il y a on a évoqué plein de questions en fait à l'instant, à la fois avec je ne suis pas étonné que les directeurs de zoos disent que les zoos sont absolument indispensables. Oui. Il est bien évident qu'ils vont trouver les quelques exemples de remise dans la nature. Je fais remarquer que par exemple l'oryx d'Arabie ou le cerf du cerf David n'ont pas été réhabilités à partir des zoos. Les animaux ont été sortis des parcs zoologiques, réhabitués en dehors du milieu de parcs zoologiques dans des espaces scientifiques pour les réhabituer progressivement à une remise dans la nature. Si l'on le fait brusquement, alors on arrive aux imbécilités catastrophiques qui ont été faites, notamment à partir d'un parc animalier proche de Paris, où on a expédié en Afrique des lions sans aucune autre précaution. Alors ça, et ils sont tous venus dans les villages pour bouffer dans les poubelles. Ils ont tous été massacrés. Oui, sur ce qui était extrêmement important, c'est l'intervention de l'éthologue. Oui. Car le problème, c'est celui-là. Oui. Les espèces sont caractérisées par un comportement qui est leur comportement porté par leur patrimoine génétique. Et ce comportement doit pouvoir s'exprimer. Il est évident que dans les parcs zoologiques, il ne peut pas s'exprimer parce que le comportement s'exprime dans les relations qu'il y a entre l'animal et son environnement. Donc, les animaux ont forcément un comportement qui est dévié parce qu'ils vivent dans un milieu qui est un milieu artificiel. Et quand on nous dit qu'on fait des études de comportementales dans les parcs zoologiques, c'est faux. Oui. On fait pas les mêmes études. On sait pas les mêmes études. Oui. C'est pas les études comportementales. Les vraies études comportementales se font très difficilement sur le terrain. Ça, c'est intéressant pour la connaissance de l'espèce. La vraie question, le vrai défi, c'est quand même en fait la place de l'homme. L'homme est très nombreux sur cette planète. Beaucoup trop d'hommes finalement face aux animaux. C'est la clé de tout. On va chercher la disparition des éléphants, etc. Mais prenons-en une qui est dramatique chez nous, la disparition des oiseaux. Oui. Enfin, je fais partie de générations qui avons vu des vols d'hirondelles à obscurcir le ciel. Oui. Je n'en vois plus jamais une. Plus du tout, oui. Bon, c'est dramatique. La disparition des insectes est absolument dramatique. On est directement responsable avec les poissons qu'on a dispersés. Les insectes, pour la vie dans la pyramide des prédations, c'est, si on veut, le plancton, le plancton de l'atmosphère, alors que comme le plancton, bien sûr. C'est la base de la pyramide de nourriture. Les insectes disparaissent. Qu'est-ce qui va se passer ? Non, il y a de véritables catastrophes qui nous attendent. Et l'ensemble de la vie sur Terre est menacé, dont nous d'ailleurs. Oui. Et ça passe aussi par l'éducation des enfants. Alors qu'on soit d'accord ou pas, Olivier de Lorgeril, vous êtes encore avec nous, directeur du zoo de la Bourbonçay. Oui, je voudrais réagir sur. En un mot, oui. Oui, sur 2-3 choses. Quand votre interlocutrice dit les zoos ceci, les zoos cela, n'oublions pas que nous sommes des activités, en tout cas en Europe et spécifiquement en France, très réglementées par des arrêtés 2004 très surveillés, que nous avons des missions très clairement définies de conservation, de pédagogie et de recherche scientifique. Le monsieur là est très sympathique, mais qu'est-ce qu'il propose à part dénoncer ? Qu'est-ce qu'il propose ? Je voudrais juste donner un point très clair. Notre rôle également, c'est d'être des conservatoires génétiques également, parce qu'on sait très bien qu'en deçà d'un certain nombre d'individus génétiquement différents, l'espèce est vouée à la disparition totale. Donc, monsieur,
ne nous opposons pas. Comme le disait travaillons ensemble. Travaillons ensemble. Ouais. L'heure n'est plus à la critique. Et quand j'entends dire ceci, ça, non, il faut maintenant agir. Et nous pouvons agir. Vous avez des nouvelles. Alors effectivement, il y a eu un certain nombre d'échecs, mais il y a des nouvelles techniques pour réintroduire les animaux. Il y a la translocation. Il y a un certain nombre de d'éléments nouveaux qui apparaissent dans le cadre de la recherche. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Effectivement, nous avons des échecs, mais nous avons de plus en plus de grands succès. Qu'est-ce que vous proposez? Les hirondelles, effectivement. Moi, je vis à la campagne. Ouais, il y a de moins en moins d'oiseaux. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Moi, je finance avec mes 2 parcs zoologiques, modestement, mais on finance des programmes d'élevage. On participe, in situ à un certain nombre de recherches scientifiques, de sauvegarde des espèces, de financement de réserves. On fait un certain nombre de choses. Que faites-vous, monsieur, hormis simplement de dénoncer? Aidez-nous plutôt que de simplement, critiquer. Non, si vous voulez, je vais répondre. Je suis simplement, et je veux être, et je veux toujours être, et ce que je suis depuis longtemps, un lanceur d'alerte. Oui. Je suis un lanceur d'alerte. Je ne suis pas un directeur de zoo, que je considère d'ailleurs que faire un métier tout à fait honorable, mais je rappelle quand même que les zoos sont des entreprises commerciales. Et qu'évidemment, quand on est très content d'annoncer des nombres de visiteurs, ça montre simplement que l'entreprise marche très bien et qu'on fait tout pour attirer les visiteurs avec une publicité et des argumentations qui sont extrêmement alléchantes. Oui, Olivier Delorgeril, oui. Oui, comment faites-vous sans argent de la conservation, monsieur? Et c'est là, nous parlons d'action, il faut agir. Et la conservation, ça se fait également avec de l'argent. Oui, c'est vrai. Oui, nous sommes des entreprises commerciales, mais nous consacrons une partie de nos moyens, parfois importantes, à des programmes de conservation. Vous ne pouvez pas le nier. Oui. Est-ce que vous essayez de travailler ensemble, Olivier Delorgeril, Rodolphe Delors, et il y a Julie Lannes qui est toujours avec nous aussi. Julie Lannes, éthologue. Je peux réagir à un moment. Oui, c'est Rodolphe Delors, oui. Allez-y. Président de notre association, d'ailleurs. Je connais très bien Jean-Claude Nouette depuis très longtemps. Justement, moi, je suis concret, je veux avancer pour la conservation. Par exemple, Beauvais, c'est 1 million d'euros par an qui est investi dans la conservation in situ, dans des réserves, avec des associations locales sur le terrain. Monsieur Nouette cite des exemples de Huon en Afrique d'il y a 30 ou 40 ans. Des programmes de réintroduction, il y en a qui fonctionnent très bien, mais il dit sinon la même chose que nous, c'est-à-dire qu'un programme de réintroduction ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Les animaux viennent de zoos, oui, comme l'a dit Monsieur Nouette, et peuvent être et doivent être réhabilités dans des grandes réserves de plus en plus grands avant d'être réintroduits. Ça ne se fait pas, bien évidemment, du jour au lendemain. Vous lâchez pas un enfant en pleine forêt jungle, dans la jungle, sans qu'il soit habitué au risque de cette forêt. C'est un long processus, toujours géré scientifiquement avec l'aval de l'IUCN, Union pour la conservation de la nature, toujours. Et Julie Lannes, est-ce que vous travaillez, vous êtes éthologue, est-ce que vous travaillez un peu avec les zoos? Tout à l'heure, vous n'étiez pas tendre avec eux. Non, j'ai commencé par dire qu'il, et notamment Monsieur Delors, fait des choses extrêmement bien et qu'il finançait beaucoup de programmes in situ. Je suis contre les programmes ex situ, à savoir en zoo pour toutes les réserves, et notamment il y a eu plusieurs études internationales qui ont bien montré que l'essentiel des animaux venant de zoo était un échec. On parle pour les grands carnivores, les grands mammifères, etc. Et qu'effectivement les animaux issus de la captivité, nés en captivité, étaient généralement condamnés à mourir, et les taux d'échec étaient extrêmement importants. Voilà. Donc c'est ça que je disais. Mais voilà, moi j'ai travaillé par exemple récemment à Bornéo, parmi les derniers orang-outans sauvages. Il y a des programmes in situ à Tanjung Puting, par exemple. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ce sont tous les orphelins qui sont issus des feux de déforestation et de buis de palme. Eh bien, on le transforme l'espèce. C'est une espèce qui est solitaire. On les élève tous les orphelins ensemble. On les nourrit avec des bananes, ce qu'ils ne trouveront pas dans la nature. Donc voilà, on transforme les espèces. C'est ce qui est un problème. Mais il faut travailler ensemble. Effectivement, mais les solutions sont in situ, et il serait faux de dire que les 3/4 des animaux qui sont réintroduits viennent des zoos. Ils ne viennent pas des zoos, ils viennent du monde sauvage, et c'est là où il y a un
espoir. Mais le problème, il est qu'il faut avant tout, non pas s'attaquer aux conséquences, qui sont effectivement la disparition d'espèces, mais aux causes. Si la forêt brûle, ce qui est le cas, et que vous rebalancez autant d'animaux que vous voulez dedans, la forêt continuera à brûler. Voilà, travaillez ensemble, c'est la conclusion. Travaillons ensemble pour la préservation des espèces, sinon il n'y en aura plus. Heureusement que Cécile est toujours préservée.